Bonjour, je suis Aïcha et encore une fois, je me suis posée pour faire une des choses que j'apprécie faire le plus au monde, des découvertes et surtout des rencontres. J'ai donc l'immense plaisir de vous accueillir sur Jiggen sans tabou, le podcast qui vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, de femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu singulier et de leur stratégie de résistance. Il y a des parcours de vie atypiques qui forgent des destinées et je souhaite qu'à travers ce podcast, nous prenions connaissance du cheminement qui a amené mes invités là où elles sont aujourd'hui. Ici, elles livreront des récits touchants et pleins d'espoir. Découvrez leurs témoignages et laissez-vous inspirer. Bonne écoute. L'invité de ce nouveau podcast n'est autre que Nanténin Keita, fille du très célèbre chanteur malien et internationalement connu Salif Keita. Né albinos au Mali, Nanténin vivra en France dès l'âge de 2 ans, car son père ayant grandi au Mali et lui-même albinos, n'a pas souhaité qu'elle rencontre les mêmes difficultés que lui, que ce soit au niveau de la société ou au niveau du système éducatif. Elle découvre l'athlétisme à son adolescence et se passionne pour ce sport où le dépassement de soi est permanent. Celle qui est multimédaillée et qui a remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 pour le 400 mètres, nous racontera comment elle a fait de sa différence une force. Avec son père, elle a créé la fondation Salif Nanténin Keita pour venir en aide aux personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Surtout, elle veut sensibiliser face à des croyances ancrées autour de l'albinisme qui poussent encore à des discriminations et des crimes en Afrique. Bon, assez, je crois que j'en ai trop dit. Je laisse la fusée française du Tour de Piste nous raconter son histoire. Je m'appelle Nanténin Keita. Alors si je devais me présenter brièvement, je dirais que je suis une femme albinos, originaire du Mali. Aujourd'hui âgée de 36 ans, je suis sportive de haut niveau en athlétisme, en para-athlétisme, parce que j'ai une déficience visuelle. Alors le message que j'aimerais transmettre à travers mon témoignage, il y en aurait plusieurs évidemment, c'est difficile d'en donner qu'un seul, mais en tout cas, j'irais, alors c'est peut-être simple, mais de tout mettre en œuvre pour être heureux dans la vie. Voilà, c'est ça. De se dire aussi que les choses sont possibles. On fait sûrement pas tous les choses de la même façon, mais on peut avoir le même objectif en fait. Et ça pour moi c'est important, c'est de se dire que voilà, aujourd'hui on a tous des rêves, on regarde le chemin qui a été parcouru par certaines personnes pour atteindre ce rêve-là, et quand on n'arrive pas à être sur ce chemin-là, on se décourage. Alors que non en fait, il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Le conseil que je lui donnerais à Nanténin, enfant, ce serait de croire en ses rêves. L'enfance de Nanténin. J'ai grandi à Montreuil avec mes parents et mes frères et sœurs, dans un environnement sain, et ça c'est très important parce que c'est pas toujours le cas. Un environnement sain, un environnement où on laissait la place à l'enfant de grandir. Il était bien entendu drivé parce que ma mère a toujours des principes et du coup on était drivé sur ces principes-là, mais on arrivait, en tout cas mon grand frère et moi, à avoir cet échappatoire qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui, de faire nos erreurs. Là en plus c'est marrant parce qu'on en discutait la dernière fois avec ma mère et on me disait mais si tu savais toutes les bêtises qu'on a faites dans ton dos et pour lesquelles t'es pas au courant. Et oui, elle nous l'a dit, elle nous dit j'imagine que vous en avez fait des bêtises. Mais voilà, c'était ça, c'était de se dire qu'on arrivait quand même, malgré le fait que soit quand même strict, et on arrivait quand même à trouver des moments où on trouvait un échappatoire, on grandissait comme on avait envie de grandir entre guillemets. Et on faisait nos erreurs, et ça c'est important aussi. On se soutenait mutuellement, mon frère et moi, quoi. Donc non, c'était chouette, une enfance heureuse, avec des moments de mou, comme dans toute enfance, des moments un peu compliqués, mais voilà. Avec un père qui était souvent parti du fait de son activité, mais quand il était là, les moments qu'on passait avec lui étaient de qualité. Souvent on me dit, oui, t'as pas souffert du fait que ton père n'ait pas été souvent là. Je lui dis, non en fait, parce que l'important c'est pas la quantité, l'important c'est la qualité. Et la qualité des moments qu'on passait ensemble nous nourrissait pour les moments où il n'était pas là en fait. Je sais que je me suis mis peut-être
un peu de pression de la notoriété de mon père, où je me disais, si tu fais des bêtises, fais en sorte de pas te faire choper. Parce que ça peut ternir l'image de ton père, quoi. Donc, alors, moi, avec du recul, honnêtement, il y a 35 ans, si j'avais grandi au Mali, si j'avais étudié au Mali, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Je dis pas que j'aurais pas réussi. Je dis qu'en France, la vie m'a été facilitée. Donc voilà, moi, je le remercie pour ça, pour avoir pris cette décision-là. Et puis, c'est pas parce que j'ai grandi en France que je ne sais pas d'où je viens, que je ne connais pas ma culture, que je ne parle pas ma langue maternelle. Donc voilà. C'est ça qui a été bien parce que, en fait, malgré le fait qu'on ait grandi en France, ma mère nous parlait bambara, mon père nous parlait français, sauf quand il était fâché. mais voilà, on a vraiment baigné dans cette double culture-là. L'albinisme. Alors, l'albinisme, c'est une malformation génétique qui a un impact sur la mélanine. En fait, nous, on ne produit pas de mélanine, ou très peu. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on n'a pas de protection contre les rayons UV du soleil. Donc, on est fortement exposé au cancer de peau. Mais l'albinisme s'accompagne d'une déficience visuelle à des degrés plus ou moins importants. Au quotidien, il faut se protéger la peau. Alors, on n'est pas au stade des enfants de la Lune. Hein. Les enfants de la Lune, c'est ceux qui ne supportent aucun rayon UV, d'accord. En fait. Quand ils sortent dehors, ils ont des combinaisons. Sur les fenêtres, ils mettent des filtres anti-UV pour que vraiment aucun rayon ne passe, en fait. Donc, nous, on n'est pas à ce stade-là. Mais au quotidien, voilà, c'est ça. C'est de se protéger du soleil. C'est vivre avec une déficience visuelle. Hein. Donc, en fonction de l'importance de la déficience visuelle, on va porter des lunettes, on va porter des lentilles, on va avoir une canne blanche, on va avoir des difficultés à s'orienter dans la rue, à lire, à écrire. J'ai suivi une scolarité alternée entre un environnement classique et un environnement adapté pour personnes déficientes visuelles. Donc c'est pareil, ça a été quand même bien parce que sur les classes décisives, on va dire importantes, j'ai été dans des classes spécialisées. Par exemple, la 6e, il y a une adaptation à avoir. J'ai eu la chance à ce moment-là d'être dans un établissement spécialisé, ce qui fait que déjà, au lieu d'être 30 dans la classe, on était 10 ou 11, que les enseignants étaient formés à enseigner à des personnes qui avaient une déficience visuelle. Et voilà, on était un peu dans un cocon dans ce moment-là, donc on pouvait prendre les bases nécessaires pour la suite, en fait. Pareil au CP, après le lycée, à la seconde, pardon. J'ai été dans un lycée classique, mais avec des aménagements parce que j'étais déficiente visuelle. Donc d'accord. J'avais des photocopies en grand écran voilà. Les enseignants essayaient quand même de prendre en compte ma déficience visuelle. Il y avait des profs qui venaient le soir au cas où on n'avait pas eu la possibilité de prendre tous les cours correctement pour nous réexpliquer les cours. Comme tout enfant qui a une différence, effectivement, j'ai subi des moqueries. Après, j'étais assez grande gueule. Ça m'a facilité, mais même quand on est grande gueule, on souffre. Moi, c'était complètement un mécanisme de défense. Hein. C'était vraiment ça. Et pour te dire, quand j'étais en CE2, il y avait un camarade de classe. Il y a toujours une personne dont on se souvient. Alors moi, c'était Randy. Et tous les jours, pendant 1 an, tous les jours, à la récréation, il venait et on se tapait. Mais vraiment. Parce qu'en fait, il m'avait pris, entre guillemets, comme bouc émissaire. Moi, je me laissais pas faire. Donc, tous les jours, à la récréation du matin, on se tapait. Pendant 1 an. Et je me dis que c'est pour ça quand aujourd'hui j'entends le harcèlement à l'école et tout, je me dis que les gens ne se rendent vraiment pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un enfant. Alors moi, moi je répondais parce qu'ils voulaient me taper, donc on se tapait. Mais je me dis que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité de faire ça et je sais même pas si c'est la bonne réaction. Moi, à cet âge-là, c'est la réaction que j'ai trouvée, c'est la solution que j'ai trouvée. Mais c'est pas ça en fait la solution, c'est qu'il devrait même pas y avoir de harcèlement. Tout simplement. Donc oui, j'ai subi beaucoup. Dans mon enfance, dans mon adolescence et dans le monde adulte, c'est pas des moqueries en tant que telles, c'est des remarques qui des fois sont même pires que les moqueries. Une anecdote. Un jour, j'étais dans le métro et j'étais assise sur les places à 4. Donc je suis assise, je sais plus ce que je faisais ma vie, quoi. Et il y a un monsieur qui monte et qui s'assoit en face de moi, sans souci, et qui commence à me regarder avec beaucoup d'insistance. Bon, comme c'était une personne âgée, que ma maman m'a bien élevée, je lui ai rien dit, je me suis levée, et je me suis mise dos à lui sur les places Strapontin. Et il se lève,
Et il vient se mettre en face de moi, les strapontins d'en face, du coup. Et il continue à me regarder. Bon, ma maman, elle m'a bien élevée, mais elle m'a dit au bout d'un moment, voilà quoi. Je lui dis, monsieur, je suis désolée, j'étais assise en face de vous, vous me regardiez avec insistance, j'ai pas voulu être désagréable, je me suis levée, je me suis mise dos à vous, et vous venez de nouveau vous mettre face à moi. Il me dit, oui, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Alors là, par contre, j'ai été moins polie. Donc voilà, c'est pas de la moquerie, c'était une remarque qui est beaucoup plus blessante qu'un enfant qui va me dire ah, tu ressembles au chocolat Galac. Pour moi, c'est un adulte, il est censé quand même avoir un peu de tact. Limite, pense-le si tu veux, mais ne me le dis pas. Et puis surtout, un peu de politesse, un peu de délicatesse. Et puis, voilà quoi. Donc, aussi au moment de l'adolescence, parce qu'au moment de l'adolescence, c'est le moment des premiers amours, on se regarde physiquement, on évolue aussi physiquement et tout ça. En tout cas, tu as l'impression que ta différence physique fait que tu n'es pas attirante. Et bien là aussi, ça fait mal. Je sais pas si j'ai vraiment mis quelque chose en place, réellement. Je pense que j'ai laissé la vie faire son cours. Et puis surtout, j'ai compris que moi-même, je ne trouvais pas tout le monde attirant. Donc, je me suis dit, si toi, tu ne trouves pas tout le monde attirant, comprends aussi que tout le monde ne peut pas te trouver attirante. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que toi-même, Nantenin, tu trouves Nantenin attirante ? Est-ce que toi-même, Nantenin, tu aimes Nantenin ? Et en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je continue, parce que c'est pas complètement acquis, voilà, pour être honnête. Mais je me dis que si tu veux que les gens t'aiment, alors je sais que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est vrai en fait. Si tu veux que les gens t'aiment, il faut que toi-même tu t'aimes d'abord en fait. Il faut que tu renvoies l'image de je m'apprécie telle que je suis. Je suis pas une bombe atomique, mais peu importe en fait. Mais je peux plaire à certaines personnes. Je dis ça, je sais que c'est pas facile. Moi, je sais que c'est un travail que j'ai commencé il y a des années, que je continue encore et que je sais que je continuerai pendant très longtemps en fait. La découverte de l'athlétisme et le sacre en 2016. Depuis que je suis en primaire, je fais du sport. J'ai commencé par du hand et après du basket, mais j'ai arrêté parce que le hand c'était pas adapté à ma vue. Et le basket, en fait, les filles avec qui je faisais le basket s'en fichaient de gagner. Quand tu fais quelque chose, même si tu gagnes pas, mais en tout cas tu donnes le meilleur de toi-même. Et surtout, tu essaies de comprendre comment faire la fois d'après pour faire mieux. Et en fait, elles s'en fichaient. Elles s'en fichaient, elles venaient, on perdait, mais on perdait pas des petits matchs. Enfin, on perdait, moi, je sais pas, des 50-0, à un moment donné. Et du coup, je me suis dit, oh non, ce sport, c'est pas fait pour moi. Et en fait, c'est juste que c'est l'équipe. Et après, du coup, j'ai découvert l'athlétisme au collège, via l'UNSS aussi. Et j'ai été repérée sur une compétition. Et puis après, voilà, les choses se sont enchaînées comme ça. Mais je dirais que j'ai réellement commencé à m'entraîner. Je devais avoir 19 ans. Mais je m'entraînais qu'une fois par semaine, quoi. Donc, c'était pas beaucoup... Quand tu sais que sur la fin, là, il y a des moments où je m'entraînais 12 fois par semaine, quoi. J'ai commencé à bien m'entraîner. C'était en 2005. Donc là, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Donc, ça fait 16 ans. Ouais, donc ça fait 16 ans que je m'entraîne sérieusement. 2002, je fais pas championne, je suis deuxième. 2006, j'ai 2 titres de championne du monde, 200 et 400. En 2008, les Jeux. 2009, j'ai 4 titres de championne d'Europe. 2014, j'ai 1 titre de championne d'Europe. 2015, j'ai 1 titre de championne du monde. En 2016, j'ai 2 titres de championne d'Europe. C'est ça que je trouve bien aussi, dans ma carrière, c'est que j'ai des qualités, mais je ne suis pas douée. C'est pas inné en fait. Je me suis entraînée très dur, vraiment très dur, pendant longtemps. Ma médaille d'or à Rio, ça faisait 12 ans que je l'attendais. Si j'avais une qualité, je suis tenace. Quand j'ai un objectif, je lâche pas. J'ai pas une confiance en moi énorme. Mais en tout cas, je savais que j'étais capable d'être championne paralympique. Donc, j'ai tout mis en œuvre. Alors, ça a mis du temps pour être championne paralympique. Et c'est ça, en fait, que moi, j'aime, c'est dire aux gens que même si à la base, on n'est pas doué dans quelque chose, c'est pas inné, moi, en tout cas, avec l'entraînement, ça a marché. Alors, c'était dur. Il y a des moments où j'arrivais plus à marcher parce que j'avais mal partout. Mais c'est possible. Le constat que je fais sur le paralympique en Afrique, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a un manque de moyens, que ce soit financier et humain.
Il y a un manque de détection aussi. Mais par contre, il y a des talents. Des talents à polir, des jeunes à accompagner. Mais ça ne peut pas se faire sans le gouvernement. Ça ne peut pas se faire sans moyens financiers, sans moyens humains, sans formation. Des personnes qui vont accompagner les jeunes. Pour moi, il y a énormément de choses à faire. L'Afrique regorge de talents. Dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel domaine, il y a des talents. Mais le problème, c'est que souvent, ils sont mal accompagnés. Souvent, ils ne sont pas détectés. Et souvent, ils se découragent. La fondation Salif Nantelin Keita. Alors en fait, on œuvre sur 3 plans. D'accord. Après, on n'est pas... Il n'y a pas une équité parfaite sur les 3 plans, pour être honnête. Mais le premier plan, c'est vraiment la protection, enfin la partie santé, avec la protection de la peau. Comme je vous disais tout à l'heure, contre les rayons UV du soleil. Donc là, on distribue des crèmes solaires aux enfants pour qu'ils puissent se protéger la peau. Après, on a aussi un volet éducation où on aide les jeunes à aller à l'école. Alors, soit en participant à payer les frais scolaires, soit en sensibilisant l'enseignant à enseigner à une personne déficiente visuelle. Et il y a un autre volet qui est le volet sensibilisation, où là, on a énormément de boulot à faire, je pense. Parce que l'enfant albinos est mystifié, vraiment. Il y a des croyances autour de l'enfant albinos qui, comme tu disais, conduisent à des massacres, à des enlèvements. Et à côté de ça, il y a aussi un côté de se dire... parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour certaines personnes, l'enfant albinos porte chance ou porte malchance. Et en fonction de ce qu'on croit, les traitements vont être différents. Si on pense que l'enfant albinos porte chance, on va le chouchouter, on va lui donner de l'argent, on va l'aimer. Au contraire, si on pense qu'il porte malheur, les gens vont le kidnapper, vont lui enlever des membres, vont le tuer. Dans les 2 cas, alors bien sûr, il vaut mieux que ce soit du côté positif, mais dans les 2 cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un enfant albinos, avant tout, c'est un enfant. Et un enfant, il a besoin d'être guidé par ses parents, par sa famille, par son entourage. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être considéré comme un enfant, qu'il soit noir, blanc, métis, peu importe, c'est un enfant en fait. Donc avoir un enfant, déjà, c'est une chance. Donc peu importe qu'il soit albinos ou pas en fait. Donc voilà, moi c'est vraiment sur ces 3 axes-là qu'on essaye de travailler. On a toujours besoin d'aide parce que très souvent on fonctionne sur fonds propres. Et honnêtement, les aides qu'on peut avoir, c'est des aides financières. Parce qu'avec les aides financières, du coup, on paye soit des fournitures scolaires, ou voilà. Et sinon, ça peut être des dons en crème solaire. Parce que on essaye en tout cas d'envoyer le plus souvent possible des tubes de crème solaire pour que les enfants puissent se protéger la peau. On peut nous retrouver par mail parce qu'en fait j'ai pas encore le temps de créer une page. Honnêtement, je pourrais le faire mais je pourrais pas l'alimenter régulièrement. Donc les gens peuvent me contacter par mail à asso.keita@gmail.com et sinon sur mes réseaux sociaux. Bon je te propose de te poser 10 questions. Ok. Et tu me réponds comme tu le sens. Est-ce que tu es prête? Ok. Faut que ce soit du tac au tac, c'est ça? Ouais, voilà. Quelle est la meilleure décision de ta vie? M'engager dans le sport. Okay. C'est quoi ton plus beau voyage? Quand on s'est tous retrouvés au Mali avec ma famille. Quelle est ta plus belle qualité? Ma gentillesse. Je confirme. Ton activité favorite quand tu ne travailles pas? Manger. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire tous les jours? Chanter. C'est quoi le moteur de ta vie? Être heureuse. Quelle personnalité représente pour toi un modèle? Une seule personne. Je peux pas en avoir 2. Allez, 2. Je dirais mon père et je dirais Mandela. Quel est ton plus gros projet sur l'année qui arrive? Mon plus gros projet... En faire plus pour l'association. Ton indispensable de travail? Mon téléphone. Es-tu fière de toi? C'est la dernière question. Plutôt. Bon pour conclure, est-ce que tu as des choses à rajouter ou... Non, parce que je pense que j'ai tout dit. J'espère juste que j'ai été claire dans mon récit. Et si j'avais un message à faire passer, c'est qu'on
on doit vivre ensemble. On n'a pas le choix. Donc, faisons en sorte que chacun trouve sa place au sein de la vie qu'on mène, que chacun soit heureux dans cette vie. Et pour moi, c'est important d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est important de laisser l'autre, on va dire, s'épanouir comme il a envie de s'épanouir. Il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, qui est une citation, et c'est « On a tous quelque chose en commun, nous sommes tous différents ». Et je trouve que c'est ça la vie en fait, c'est le fait de se dire que on a tous quelque chose en commun, on est tous différents, et on doit apprendre à vivre ensemble. Mais voilà, faisons en sorte que la vie soit belle pour nous tous en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton courage, ta sincérité, ton peps. Merci d'avoir osé prendre la parole sur l'albinisme. Aujourd'hui, l'une des ambassadrices. Ton engagement personnel force l'admiration. Merci, c'est gentil. On t'envoie plein d'amour. Merci. Et moi, je termine avec cette citation de Michelle Obama. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Merci beaucoup à mon invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie qui forge l'admiration. Alors si vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez vous aussi témoigner à votre tour, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous trouverez l'adresse dans la description de cet épisode. Je vous retrouve dans un mois sur Jigen Sans Tabou pour un nouveau témoignage. À très vite.